Bonjour et bienvenue dans ce petit live sur l'animation sponsorisée par France Culture et ses podcasts sur la philosophie. Bon ok, non, je rigole, je vais pas parler avec cette voix. Bienvenue dans ce nouvel épisode de DH, la capsule à film d'animation. On va avoir un petit live posé où je vais présenter ma petite passion de toujours. Et je vais vous parler de 4 films ou 4 œuvres dans le domaine de l'animation qui, moi, m'ont soit particulièrement touché ou bien ont été particulièrement remarquables. Je pense que je vais commencer tout de suite avec le premier dessin animé qui est THE dessin animé de l'enfance par excellence. On l'a tous vu, enfin peut-être pas tous, mais on l'a tous vu. Je parle bien sûr des Looney Tunes, la série qui a été produite en compagnie des Merry Melodies, qui est une variation des Sleigh Symphonies. Petite anecdote, c'est des courts-métrages musicaux qui ont été produits par Walt Disney, qui valent le détour, franchement, ils sont plutôt sympathiques. Et je vous conseille d'aller les voir sur YouTube si jamais vous êtes curieux. Donc le but des Looney Tunes, à la base, c'était de servir d'introduction à la musique classique aux jeunes téléspectateurs. Et peut-être que vous l'avez remarqué, peut-être que vous l'avez remarqué. Et pour moi, en fait, il y a un épisode, celui que vous êtes en train de voir à l'écran maintenant, ou en tout cas les petites captures d'écran, c'est qui illustre parfaitement en fait l'esprit moqueur et aussi éducatif des Looney Tunes. Et pour moi, c'est le rendez-vous des mélomanes. Dans son titre original, A Corny Concerto, c'est un cartoon Merry Melodies réalisé par Bob Clampett et qui est sorti en 1943. L'épisode, alors, il est composé de 2 parties. 2 parties. La première illustrant la valse des contes de la forêt viennoise de Johann Strauss II, ou Johann Strauss fils, ça dépend de comment vous voulez l'appeler. Elle met en scène notre gentil petit Porky Pig et son chien en train de chasser notre lapin préféré, El Famoso Bugs Bunny, toujours le maître incontesté de la situation, qui dans cet épisode, comme d'habitude, ce qui fait le sel de son charme, il prend un malin plaisir à jouer un peu avec ses adversaires, à les rendre un poquito locaux. Quant au deuxième épisode, la seconde partie, vous le voyez bien juste en bas, il illustre le beau Danube bleu toujours de Johann Strauss II. Et il met en scène cette fois-ci Daffy Duck dans le rôle une espèce de parodie du vilain petit canard. Et il cherche désespérément à se faire accepter par un esprit, par un groupe de cygnes. Enfin, une maman cygne et ses 4 petits-enfants absolument trop swagués qui chantent trop bien. Et sauf que du coup, comme il est vilain, il n'accepte pas. Et là, c'est le drame. Là, il y a un vautour, une ombre menaçante. Il repère les petits signes et il décide que, franchement, un petit brunch, ça serait bien sympa pour commencer sa journée. Heureusement, ses efforts sont vains, puisque notre cher canard parvient à s'en débarrasser. Un héros, ce Daffy Duck, moi je vous le dis. Et franchement, au début, je ne pensais pas parler des Looney Tunes dans ce petit live, mais je m'ennuyais. Et j'ai regardé cet épisode-là qui m'avait marqué quand j'étais petit, pour 2 choses. Premièrement, visuellement, je trouve que pour un dessin animé de 1943, il garde quand même pas mal la pêche. Enfin, il est toujours aussi intéressant, les mouvements sont fluides. Franchement, c'est vraiment un petit plaisir visuel, surtout pour vos oreilles. Moi, je me rappelle que c'est comme ça que j'ai entendu pour la première fois le beau Danube bleu. Ça m'avait plutôt marqué à l'époque et j'ai demandé à ma mère de me faire écouter, de me faire écouter après un peu ce que faisait Johann Strauss. Et après, c'est peut-être moi qui ai l'âge mental d'un gamin de 5 ans, ou bien c'est que, franchement, l'humour reste, ma foi, très efficace. J'ai lâché un petit rire 2 ou 3 fois, et je me rends compte qu'il y avait des blagues que je ne comprenais pas quand j'étais enfant, que je comprends maintenant. On se sent validé. Bref, franchement, c'est un petit dessin animé intemporel, et je trouve que réussir à faire quelque chose qui tienne aussi longtemps, je vous le rappelle, 1943, c'est la date de sortie de ce dessin animé, ça reste très fort. Et ça vaut le petit coup d'œil, ça dure 7 minutes. Très franchement, vous allez passer un bon petit moment. Alors, là maintenant, on va changer d'ambiance. On va passer sur quelque chose d'un peu plus sombre, quelque chose d'un peu plus japonais. On va passer au cultissime Akira de Katsuhiro Otomo, qui est sorti en 1988. Alors pour la petite anecdote, parce que c'est quand même un petit peu badass, à l'origine Akira c'est un manga qui est créé du coup par le même mec en 1982, qui déjà avait son petit statut d'œuvre cultissime, avait très bien marché au Japon,
Et du coup, les producteurs sont venus, ils ont dit, mec, ça te dirait de porter ton bébé au cinéma. Et de base, l'auteur, il n'était pas trop chaud. Et il a quand même, faut se dire que son œuvre, elle pesait tellement qu'il a quand même réussi à imposer sa volonté. C'est-à-dire que le mec, il a décidé que c'est lui qui ferait le film de A à Z. Enfin, avec son équipe d'animateurs, il choisirait le casting et tout. Mais c'est lui qui va avoir la direction artistique, le scénario, tout. Genre, c'est vraiment rare dans l'industrie. Il y a très peu de personnes qui peuvent arriver à faire ça. Je vais vous parler un petit peu du film, mais sans trop spoiler non plus, parce que je voudrais bien que ce soit une totale découverte pour vous. Donc, comme vous pouvez le voir, ce petit film se passe à Neo-Tokyo, dans une ambiance un peu cyberpunk. On se trouve dans une ville post-apocalyptique en reconstruction, 31 ans après une explosion nucléaire et un événement très joyeux qui s'appelle la Troisième Guerre mondiale. Cette ville est devenue le repère de nombreux hors-la-loi, dans laquelle règne la routine, à savoir la corruption, l'insécurité, les crimes et un gouvernement militaire totalement répressif et autoritaire. Et c'est là qu'on va trouver un petit groupe de jeunes qui s'amusent à commettre des petits larcins en moto. Ils se croient trop stylés alors que pas vraiment, en fait, c'est pas cool de voler. Et ils sans se douter qu'ils allaient se trouver au cœur d'un bouleversement majeur dans leur existence et celle de la ville. Bon, je vais m'arrêter là parce que je veux vraiment que vous découvriez vous-même ce petit bijou de l'animation japonaise et surtout, en fait, les proportions que ça va prendre. Néanmoins, je vous parlerai quand même un peu des thématiques abordées, ou plutôt de sa thématique principale, qui est celle du pouvoir, qui, dans le film, en fait, est omniprésent. On a le pouvoir des hors-la-loi, des politiques, des militaires, de l'argent, des croyances et de la foule. Donc là, de la foule, avec une très belle illustration, et de pourquoi moi j'ai peur des troupeaux de moutons, de l'effet troupeau de moutons, justement. Et au centre de tout ça, c'est ce qui va concentrer tous les enjeux du film et tous les pouvoirs, c'est le pouvoir de Tetsuo, l'espèce de Dark Sasuke qu'on voit ici, et qui possède un pouvoir en fait qui est très convoité. Tout le monde veut l'utiliser, mais bon, on s'en doute, ça va tous un petit peu les dépasser. Surtout que le pouvoir est à l'image de son détenteur, à savoir un adolescent à 14 ans en mode maman, tu me comprends pas, je suis beaucoup trop dark, qui est en quête d'identité. Surtout quand son meilleur pote, c'est Kaneda, à savoir le mec que vous voyez dans l'affiche juste en dessous, qui est un peu le beau gosse du groupe et tous les projecteurs sont calés sur lui. Donc il y a un petit complexe d'infériorité qui vient avec une petite rivalité assez sympathique, ma foi. On se rend alors, en fait, Tetsuo, c'est un petit peu un gamin qui est assez gentil de base. C'est vraiment pas le type à commettre les petits larcins de la bande. On se rend compte, en fait, à quel point le pouvoir peut corrompre une personne, à quel point il peut nous aveugler, nous enivrer, et comment on peut en arriver à ignorer un peu les conséquences de nos actes et blesser nos proches, alors que de base, c'était peut-être pas la volonté. Et aussi, ce qui est très intéressant avec ce film, ça reste, si vous avez vu Blade Runner, vous savez un peu dans quoi vous embarquez, vu qu'on a une ambiance très cyberpunk, très dépressive, une dépiction d'une ville totalement craignos, avec une ambiance et une direction artistique qui est aux petits oignons, au poil. Enfin, franchement, on a des visuels qui sont devenus iconiques. La moto de Kaneda, je pense que vous y êtes peut-être familier. En tout cas, on a eu le droit à un petit caméo fort sympathique dans le film Ready Player One de Steven Spielberg. Et franchement, même l'animation est plutôt spéciale par rapport à ce qui sortait dans l'animation japonaise à l'époque. Il faut savoir que là, on se retrouve avec un style plutôt réaliste comparé à ce qui sortait. Il n'y a aucune expression qui est vraiment que exagérée. Voilà, on a quelque chose qui se veut terre à terre au début. Mais franchement, ce film est un gros coup de cœur. Il est considéré comme culte et à voir absolument. Franchement, c'est le genre de film, ça va vous retourner le cerveau, vous allez rien comprendre, mais vous allez kiffer. Ça, je vous le promets en fait. Donc, voilà. Là, c'était l'ambiance un petit peu sombre. Je me dis peut-être que faut peut-être un peu changer et peut-être quelque chose d'un peu plus léger, quelque chose qui fera nous sentir chaud à l'intérieur de notre petit cœur. Et donc, on va aller dans le fabuleux monde de Disney. Et donc, pour le fabuleux monde de Disney, je vais vous parler de Coco, le film de Lee Unkrich et Adrian Molana, sorti en 2017.
Donc bon, un petit synopsis s'impose. Ce film va nous conter l'histoire du jeune Miguel qui rêve de devenir musicien, comme son idole Ernesto de la Cruz. Il se retrouve propulsé dans le pays des morts, un endroit extraordinairement coloré et scintillant, comme vous pouvez le voir sur les petites captures d'écran là, et dans lequel évoluent les défunts, qui sont représentés par ces charmants petits squelettes. Franchement, ils ont l'air plutôt sympathiques. Bon, si vous n'avez pas vu le film, franchement, vous avez raté quelque chose. J'en ai rien à faire, vous avez raté quelque chose. Déjà, visuellement, vous vous en doutez, le film, il envoie patate sur patate. Il emploie à fond toute l'imagerie de la culture mexicaine et aussi tout ce que peut lui permettre en termes de mise en scène et de représentation visuelle El Famoso El Dia de los Muertos, qui, si vous ne connaissez pas, c'est en fait une fête qui est née de l'association de la Toussaint apportée par les conquistadors et une fête religieuse des morts chez les Aztèques. Et donc en fait, pour moi, là où ce film fait vraiment mouche, c'est en fait avec la finesse et la subtilité, aussi l'humilité dont il fait preuve sur les thèmes qu'il aborde. Bon, déjà, comme je l'ai dit, il explore la culture mexicaine et aussi fait une belle démo de toute la musique traditionnelle mexicaine. Moi, perso, ça me l'a fait un peu découvrir et je vous conseille d'aller sur Spotify, YouTube, Deezer, ce que vous voulez, et d'écouter un peu la bande-son de ce film qui est franchement très très sympathique. Mais pour moi, c'est surtout dans ces thèmes où il va nous parler de cette belle notion qui est l'héritage et la famille, qui l'opposera à une forte volonté d'émancipation de la part de notre personnage principal. Et il va aussi aborder le thème de la mémoire. Et c'est là qu'on se dit que ça fait réfléchir. Et on va se poser en fait beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on laisse après notre mort? Qu'est-ce qui fait qu'on se souviendra de nous au fond? Et bien sûr, qu'est-ce qui se passe si on nous oublie complètement? Est-ce qu'on ne fait pas un peu tous architecture pour laisser une trace après notre mort? Moi, je vous pose la question. Et franchement, moi, déjà un film qui aujourd'hui va parler de la mort et de la vie après la mort dans un monde qui va s'adresser à une audience multiculturelle, aux croyances diverses et variées. Bah, il aurait très bien pu faire polémique. Waouh, oulala. Il aurait très bien pu faire polémique. Mais je trouve que là où il est fort, c'est qu'il a abordé avec un caractère universel et une superbe subtilité. Enfin, franchement, il y a quelques moments où on s'y attend pas. On a des personnages hauts en couleur, que ce soit parmi les morts ou les vivants, qui sont intéressants et bien écrits. Et bien sûr, un final. Alors, le final, très émouvant, superbe. Et les cocos, j'ai envie de dire, c'est un must-see ce film. Franchement, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Et j'espère que je vous aurai donné envie de le regarder parce que moi, quand je l'ai vu, il m'a un peu pris par surprise. Et maintenant, on a parlé de Disney. Et une fois qu'on parle de Disney, je parle d'un petit dessin animé un peu anodin qui est le sympathique Spider-Man Into the Spider-Verse par Peter Ramsey, Bob Persichietti, ou je sais pas comment se dit son prénom, et Rodney Rothman, sorti en 2018. Et oui, je profite de ces lives, je profite de ce temps de parole que vous m'avez donné pour vous parler une énième fois de ce film, tout bonnement incroyable, et j'en reparlerai autant de fois qu'il le faudra, jusqu'à ce que vous le verrez tous. J'en ai rien à faire. Bon, je vais quand même vous expliquer en fait pourquoi ce film est incroyable. Parce que Déjà, il y a la mise en scène. Bah bon, je vais pas vous parler du scénario, je vais vous parler de la mise en scène, des thématiques et de l'animation. Alors déjà, la mise en scène, elle est absolument incroyable. Elle est totalement maîtrisée, elle est au service de l'histoire et en fait, elle utilise pleinement toutes les possibilités que peut offrir l'animation. Franchement, on a des mouvements de caméra qui va un peu partout. Qui suit le mouvement. Certaines scènes sont découpées comme des bulles de bande dessinée et ça reste quand même très lisible. Alors je ne sais pas si vous avez déjà fait du montage, mais réussir à faire un découpage comme ça de son image et que l'action reste lisible et fluide, c'est vraiment pas évident. Et c'est vraiment un tour de force que toute cette petite équipe nous propose là. Et ça donne un résultat plutôt énergétique avec un film qui est rondement mené et bien rythmé du coup.
Et bien sûr, je ne peux pas vous parler de la mise en scène sans l'animation topissime du film. Bon, déjà, la direction artistique, on a donné un petit côté bande dessinée qui prend vie avec ce film. Même dans l'utilisation, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu des scans ou des images des premiers comics qui sortaient, et qu'à cause d'une mauvaise impression, les couleurs se voyaient composées d'espèces de petites bulles de couleurs désaturées. Et en fait, le film va venir jouer avec les conventions du cinéma, carrément. Et en fait, par exemple, son flou, bah, il va le remplacer par par ces petites bulles de couleurs, en fait. Et c'est un peu bizarre au début, mais franchement, ça donne une esthétique qui est absolument superbe et assez intéressante. Et puis, bon, sur l'animation, là, on le voit pas. Normalement, on devrait être passé à à la deuxième diapo. Mais il y a un truc qui est fort, c'est qu'il y a une telle attention aux détails déjà dans tous les environnements, mais aussi en fait dans le traitement des personnages, parce que justement ces derniers, en fonction de l'univers dans lequel ils viennent, ils auront un traitement différent au niveau de leur animation. Bien sûr, les trois personnages principaux que vous voyez dans l'affiche juste en dessous, seront dans cette espèce de mélange de 3D, 2D absolument goûteux, j'ai envie de dire. Et on a d'autres personnages comme Spider-Man noir qui sera en noir et blanc pendant tout le film, avec le vent derrière lui en toutes circonstances, même s'il se retrouve en intérieur. Peter Parker, le petit porcinet que vous voyez au milieu, qui va être animé comme un cartoon, ne respectera absolument pas les lois de la gravité, mais celles du cartoon. Et bien sûr, Penny Parker, qui sera notre représentante nationale de l'animation japonaise, avec ses poses over the top et ses expressions totalement exagérées. Et très franchement, ils ont réussi à faire coïncider ça. Il y a quand même une cohérence graphique entre chacun des personnages. Et ils auraient très bien pu partir dans tous les sens avec ce parti pris. Et pourtant, c'est assez maîtrisé. Et autre fait intéressant sur l'animation, d'habitude, l'animation, pour qu'on ait un rendu plutôt fluide, on fait une animation à 24 images par seconde. Donc c'est ce que fait le film pendant ces moments d'action. Mais pour qu'on se dise instinctivement que là, pendant les moments les plus doux pendant les moments de développement de personnage où on doit faire un petit peu attention avec notre cerveau et pas juste admirer les jolies explosions et les combats, en fait, ils ont décidé dans ces moments-là de faire 12 dessins par seconde, ce qui va donner un petit look stop motion au film. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous indiquer s'il va se passer la bagarre ou s'il ne va pas se passer la bagarre. Et encore une fois, je vais vous parler des thématiques parce que bien sûr c'est important. Et là, le film va venir aborder des thématiques assez universelles, mais néanmoins importantes. Et en fait, c'est celle des attentes qui peuvent peser sur nous, des attendus, que ce soit les attendus de professeurs, des attendus attendus de vos parents ou les attendus que vous avez vous-même à votre égard en fonction de vos capacités et de la pression que vous pouvez vous mettre en fait. Et on suit le personnage de Miles Morales pendant tout le film comme ça. Et franchement, on a le droit à une belle évolution. On a aussi tout ce qui fait que l'on est dans le film Spider-Man, qu'est-ce qui fait qu'on est unique en fait, qu'est-ce qui va faire notre force, qu'est-ce qui fait que c'est quoi le petit grain de sel qu'on a qui va faire qu'on va se démarquer et pouvoir s'exprimer pleinement et librement. Et bien sûr, ça aborde aussi le fait de se sentir différent. Des fois, on peut se sentir un peu out of place, comme diraient les Américains, un peu hors de notre zone de confort. Voilà. Maintenant, je vous ai présenté ce petit film. Maintenant, je sais que ma présentation au poil va vous donner envie d'aller voir ce film immédiatement maintenant, juste après le live. Mais je retiendrai quand même votre attention un petit peu parce que là, c'est les moments où je vais lire le chat. Parce que j'ai l'impression qu'il se passe un peu n'importe quoi là. En tout cas, j'espère que j'aurai au moins pu vous donner un autre regard sur ces dessins animés que vous connaissez peut-être ou non. J'ai choisi là de prendre des dessins animés que j'aimais qui sont peut-être un peu mainstream, disons. Parce que ça aurait été trop facile si je vous proposais des films de Miyazaki et des films de Miyazaki ou dessins animés d'auteurs en fait. Donc franchement, s'il y a des dessins animés que vous auriez aimé voir aujourd'hui, n'hésitez pas à le dire dans le chat.
Ah, c'est beau, tant d'amour, beaucoup, beaucoup trop d'amour. Donc, merci d'avoir suivi le petit live DH, la capsule à film d'animation. Toujours sponsorisé par les podcasts philosophie de France Culture. On vous souhaite une délicieuse nuitée, une délicieuse fin d'après-midi. Bien sûr, le meilleur pour votre santé et celle de vos proches, ainsi que la meilleure des réussites pour votre projet. Au revoir. On passe à la fin ou ça passe pas à la fin, je continue de parler. Moi, je suis content d'être là, il y a beaucoup trop de cœur. Ah voilà. Bon bah,